Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans Courbet, l'émission du 25 mars 2025 qui est consacrée pour sa partie artistique à Daniel Cordier. Nous rediffuserons une émission que nous avions faite le 15 décembre 2020, mais qui fait écho aujourd'hui à une exposition qui est au musée de la Libération, qui s'appelle Daniel Cordier, l'espion amateur d'art. L'émission La Racaille du mardi 15 décembre 2020, consacrée pour sa partie artistique à un sacré bonhomme, un immense bonhomme, qui a été secrétaire de Jean Moulin, il faut quand même le faire. Voilà, qui l'a initié, Jean Moulin qui était un artiste confirmé, qui l'a initié justement à l'art, et ma camarade Piquet-Cou va vous raconter tout ça avec sa voix d'hôtesse de l'air sur le Cordier et sa vie de résistant. Ouais, alors qui était ce Daniel Cordier, ce centenaire décédé le 20 novembre dernier? Il a mené tour à tour plusieurs vies, un camelot du roi avant de devenir résistant, collectionneur et marchand d'art, puis historien, 3 vies bien remplies. Donc il est né Daniel Boisjoux le 10 août 1920 à Bordeaux, d'un père qui a rejoint une entreprise de café familiale et d'une mère issue de riches propriétaires et négociants bordelais. Après le divorce de ses parents, sa mère se remarie avec Charles Cordier, qui est issu du même milieu social. Et à l'âge de 4 ans, il part vivre chez sa grand-mère maternelle, quelqu'un qui était très drôle, original, qui faisait de la peinture. Et 4 ans après, son père le récupère et le met dans un collège à 200 km de chez sa mère. Alors son beau-père était le fils d'un journaliste qui s'appelait Cordier et qui avait fondé donc un journal à Bordeaux qui était aussi un ami de Maurras. Donc son grand-père lui parlait de Maurras, lui citait des articles de lui. Donc il a passé cette jeunesse à vivre baigné dans l'idéologie de l'Action française, donc à la fois monarchiste, très nationaliste et anti-républicaine. Donc qu'est-ce qui a déclenché chez Daniel Cordier son engagement dans la résistance? Il s'est engagé dans la résistance quand il a refusé le discours de Pétain qui était donc devenu chef du gouvernement en juin 40. Ils étaient en famille dans les Pyrénées, je crois à Besca, ils écoutaient son discours devant le poste de radio et il a d'un coup refusé de voir la France se plier face aux Allemands. Donc il a réuni 17 jeunes gens et avec l'aide de son beau-père qui avait quand même pas mal d'argent et des relations, ils ont pu prendre un bus qui les a emmenés à Bayonne. Et ensuite, ils ont pris un bateau ils ont pris là-bas un bateau qui les a emmenés. Ils pensaient partir en Algérie. En fait, ce bateau a été détourné vers Londres. Donc, Daniel Cordier, avec ces jeunes gens, est arrivé à Londres où il a suivi une formation militaire jusqu'au grade de lieutenant. Et pendant cette formation, il a rencontré des hommes qui seront plus tard célèbres, comme Aron, Stéphane Hessel. Et là, il rencontre aussi d'autres personnages et il s'étonne qu'il y ait des communistes et des socialistes qui se soient engagés. Donc il arrive fin novembre 1941, il a une réunion avec le général de Gaulle, il doit être dans les services secrets, il doit être parachuté en France. Et là, en fait, c'est là que ses convictions maurassiennes vont être mises à mal. Il va rencontrer un officier qui a 40 ans. Alors, c'est un officier qui a eu un accident, qui a été mis au repos après une chute sur la tête. Donc, Daniel Cordier et cet officier dînent ensemble. Et cet officier interroge Daniel Cordier sur la République et son combat. Et donc, lui explique que c'est curieux qu'il soit anti-républicain. Donc, il lui dit, puisque vous êtes contre la République, qu'est-ce que vous faites ici? Et en fait, de fil en aiguille, finalement, Daniel Cordier va devenir anti-maurassien. Donc après, il fera partie des services secrets français, il est parachuté à Montluçon, et à Montluçon, il va directement sur Lyon. Et là, il pensait travailler avec Georges Bidault dans les services de communication. Et la première personne qu'il rencontre quand il arrive en France, c'est Rex. Rex, on l'apprendra plus tard, c'est Jean Moulin. Et Daniel Cordier dira qu'en fait, il n'a appris que Rex était Jean Moulin seulement à la fin de la guerre. Il l'avait ignoré durant toute la guerre, enfin jusqu'en 1943, jusqu'à la mort de Jean Moulin. Donc Jean Moulin, Rex l'invite à dîner près de l'Opéra à Lyon, et là ils vont discuter assez longuement. Et Jean Moulin le fait parler sur sa jeunesse. Donc Daniel Cordier
n'hésite pas, raconte ses engagements, l'Action française, que le journal qu'il vendait, même qu'il avait monté avec ses amis. Voilà. Et finalement, lui, Jean Moulin, raconte sa vie qui est différente, qu'il a eu la chance d'avoir un père qui était de gauche, qu'il était passionné de peinture. Et en fait, il doit sentir, c'est ce Daniel Cordier, quand même des valeurs, des futures valeurs humaines, parce que le lendemain, il dit qu'il l'attend comme secrétaire. Donc Daniel Cordier est assez surpris. Et là, il va donc vivre à Lyon. Jusqu'à présent, en fait, Jean Moulin n'avait pas de secrétaire. Pendant 6 mois, il travaillait tout seul à coder ses documents. Donc, il va le présenter aux représentants de tous les mouvements pour qu'ils puissent s'installer, monter une équipe et travailler. Donc, il y a tous les différents mouvements de résistance. Il y a Combat, la Libération, les Francs-Tireurs. Il n'y a pas de local disponible ni de personnel, donc c'est Daniel Cordier qui doit tout organiser et Jean Moulin lui laisse complètement quartier libre, ne voulant pas du tout s'occuper de tout ce côté matériel. On sait bien qu'il y avait beaucoup de rivalité dans la résistance, beaucoup de difficultés pour coordonner tout ça, et que tous ces militants des mouvements résistants, même s'ils criaient tous « Vive de Gaulle », les chefs entendaient aussi après prendre éventuellement le pouvoir à la Libération et le garder pour eux. Donc on sait que c'est toutes ces rivalités qui sont à l'origine de la chute de Jean Moulin à Caluire. Et ça, Daniel Cordier en parle en disant qu'il faudra attendre en fait l'ouverture des archives à la mort du dernier militant pour savoir exactement ce qui s'est passé, même si lui a de fortes présomptions sur qui a trahi sur Hardy. Voilà, sur Hardy. Il dit que moi, en tant que témoin de cette époque-là, effectivement, c'est René Hardy qui a trahi, mais tant que les archives sont pas ouvertes, en tant qu'historien, je peux pas vous l'affirmer, quoi. C'est une position qui est vraiment honnête, je trouve. Ouais. Et une autre question qu'on lui a posée, alors c'est qu'est-ce qui fait alors il était donc s'il était à l'Action française, il était bien sûr anticommuniste, antisocialiste, anti-républicain et antisémite, à une valeur traditionnelle dans la famille. Et en fait, il va petit à petit là-dessus changer aussi. Qu'est-ce qui lui fait abandonner l'antisémitisme ? Et en fait, il lui faut du temps. Il y a une émission il y a eu 5 émissions sur sa vie sur France Culture, donc il raconte tout ce que je vous raconte. Ça a été pris sur cette interview de France Culture, et il y a une humilité dans sa façon de parler qui est assez impressionnante, parce qu'il ne se met jamais en avant, il y a beaucoup de réserve dans tout ce qu'il dit, et sur l'antisémitisme, il ose revenir dessus et dire qu'il lui a fallu malgré tout beaucoup de temps pour abandonner l'antisémitisme, qu'il a eu plusieurs, par exemple il y a eu 3 réunions après la rafle du Veldiv entre Moulin et Bidault. Et Moulin avait le projet d'empêcher les trains d'emporter les Juifs, que la résistance n'avait pas les moyens de faire tout ça. Et pour Daniel Cordier, c'était un peu une perte de temps de parler ça. Il avait quand même rencontré Aron avant, donc Aron était juif, mais malgré tout, ça ne suffisait pas à lui faire changer d'opinion. Il a essayé, quand il était à Lyon, il avait une chambre, il hébergeait de temps en temps des résistants qui devaient passer, des Américains. On lui a proposé d'héberger un juif. Au début, il n'était pas trop partant, puis finalement, il a quand même hébergé, il lui a donné rendez-vous à la gare, et là, il a senti quand même qu'il y avait une obligation morale pour protéger cet homme qui était traqué, mais il pensait toujours antisémite. Et en fait, d'un coup, ce qui l'a fait basculer, c'est qu'il s'est retrouvé à Paris en fin mars 1943. Jean Moulin était rentré de Londres et il se promenait à pied du côté d'Austerlitz. Il allait sur l'Arc de Triomphe, il faisait beau temps, et là il y avait des Allemands partout avec les drapeaux nazis qui étaient à la Concorde, place devant l'hôtel Crillon, partout que les Allemands étaient là, qui fanfaronnaient, qui rigolaient, qui se prenaient en photo. Et arrivé à côté de l'Arc de Triomphe, il voit un homme plutôt jeune avec un petit garçon qui portait une énorme étoile jaune sur les habits. Et là, il dit qu'un coup, il a compris ce que c'était que d'être juif et de porter cette étoile jaune, et que son sentiment a basculé, qu'il a été... il s'en est même voulu d'avoir pensé. Il me disait, j'avais envie d'aller leur demander pardon, quoi. Donc il a fallu qu'il y ait ça pour qu'il bascule. Mais je trouve qu'il a le courage de dire que justement ça n'a pas été une évidence pour lui de ne plus être antisémite, quoi. C'est quand même très honnête de sa part, quoi.
C'est remarquable, oui. Ouais, C'est ouais. pas évident. Ouais, c'est vraiment un homme, je trouve, qui, au fil de sa vie, qui a vraiment des idées qui vont bouger, quoi. C'est ça qui est remarquable, quoi. Et donc, après la mort de Rex Jean Moulin, il reste jusqu'au 21 mars 44, il va rester au service du successeur de Jean Moulin à la délégation générale. Ensuite, il passe les Pyrénées en mars 44. Il va être interné à Pampelune, puis au camp de Miranda en Espagne, et après, il rejoint la Grande-Bretagne. Il reviendra en France après. Alors lui, il avait un nom de code qui s'appelait Alain. Et bon, je crois qu'il a changé plusieurs fois, mais Alain en référence au philosophe, quoi. Oui, alors c'est évidemment Piégou a fait un vrai travail pour résumer une vie quand même assez foisonnante, on peut le dire. C'est pas fini d'ailleurs, elle va passer à une autre période de sa vie, mais quand même, de voir qu'un jeune homme maurassien arrive à la fréquentation de Jean Moulin et des événements qui ont lieu pendant cette période de l'occupation, avec les lois anti-juives, etc., le port de l'étoile jaune, qui arrive à le faire changer complètement d'optique, de vision sur les Français de confession juive ou pas français, parce qu'il y avait beaucoup d'Européens de confession juive, donc d'étrangers, parce que si vous voulez, la répression a commencé avec les Juifs étrangers, mais qui a été suivie de très près ou presque en même temps par la répression contre les Juifs de confession, les Juifs français, voilà. Et de voir ces étoiles jaunes, et moi je pense que c'est assez extraordinaire, quoi, ce symbole graphique de la relégation d'êtres humains au rang quasiment d'animaux, même pas évidemment dans le sens noble de l'animalité, mais ce qu'on mettait de péjoratif dans cette animalité. Voilà, c'est quelque chose pour moi, ça relève du miracle si j'étais croyant, quoi, parce que quand même c'est un parcours en raccourci, c'est quelque chose d'assez affolant. Ouais, et ça c'est sa première vie. Oui. Ami, entends-tu le vol loin des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ouais, les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Ouais, saboteur, attention à ton fardeau dynamique. Les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.
battu. Nous on marche, nous on tue, nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Le chant des partisans, interprété par Léotard. Moi j'aime beaucoup ce chanteur, enfin cet artiste, disons. Ouais. C'est vrai qu'on a hésité. Il y a Anna Marly qui a écrit cette chanson avec Kessel, je crois, et qui l'interprète aussi. On a pas mal tergiversé sur quelles interprétations elle prend. Il y a une interprétation des Têtes Raides. C'est vrai que Léotard nous a bien séduits. Oui, c'est-à-dire qu'il nous touche, surtout. Voilà, vous êtes du pot quand même, parce que vous êtes toujours sur Radio Support, enfin, si vous n'êtes pas fatigué. La station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Arracaille du mardi 15 décembre 2020, consacrée à un homme assez exceptionnel, on doit le dire, qui s'appelle Cordier, pas dans les cordes par contre, hein, voilà. Et ma camarade Piquécou va vous lire quelques extraits sur Caracalla, c'était son nom de résistant, alias Cordier, peintre et collectionneur quand même, il était peintre aussi, et aussi marchand d'art, galériste, etc., etc., etc. C'est quand même pas banal. C'est pas banal, voilà, c'est la deuxième vie de Daniel Cordier. Alors, petite précision, alias Caracalla, je pense pas que lui se soit fait appeler Caracalla. Alors, alias Caracalla, c'est le livre dans lequel il écrit ses mémoires sur ses 3 ans de 40 à 3-4 ans, de 40 à 43 ou 44. C'est un peu écrit comme un journal. Par contre, si j'ai bien suivi l'histoire, c'est Roger Vaillant qui a écrit un livre qui s'appelle Drôle de jeu, qui raconte l'histoire, sans les nommer justement, d'un résistant communiste, où intervient Caracalla, et Caracalla serait Daniel Cordier. Quoi. Voilà. Et Caracalla, en fouillant un petit peu plus, c'est le nom d'un empereur romain qui serait né à Lugdunum, c'est-à-dire Lyon, ce qui explique, Lyon, Jean Moulin, voilà, ce qui explique peut-être ceci et cela. Voilà, c'est mes suppositions. Alors, deuxième vie de Daniel Cordier, peintre et marchand d'art. Alors effectivement, c'est la fin de la guerre, et donc Daniel Cordier décide d'arrêter tout ce qui concerne la guerre. Il quitte les services de renseignement, il coupe les liens avec tous les anciens militants. Il a en mémoire tous ces gens qui ont fait 14 et qui ont passé leur vie après. À parler de la guerre de 14, lui, pas du tout, il est tout jeune, il a quand même à peine 25 ans. Il n'a pas envie de bâtir sa vie sur la guerre. Et même si Georges Bidault et Pierre Meunier, qui étaient 2 amis de la guerre, voulaient qu'il se présente aux élections, il se sentait proche des communistes, mais en fait pas capable de faire de la politique. Il est plutôt humble et il a conscience que ses opinions ne sont pas des opinions construites, et je pense qu'il ne se sent pas du tout prêt à affronter un avenir de politique avec tout ce que ça... Voilà. Donc il va
il loue une maison à la campagne et on est en 46, donc 46, deuxième date importante dans sa vie. Il achète une boîte de peinture à l'huile, il a des petites toiles, il prend, je crois, l'ancienne boîte de peinture de sa grand-mère et il se met à peindre. Alors, avant de continuer sur celle-là, ce qui est intéressant, c'est que Daniel Cordier, en fait, ne connaissait rien à la peinture. C'est-à-dire que... Tu m'as dit qu'il avait fait les Beaux-Arts. Non, il a pas. Jean Moulin a fait les Beaux-Arts. Oui, voilà. Non. Et en fait, c'est Jean Moulin, effectivement, qui va l'initier à tout ça. Donc, même après la mort de Jean Moulin, Daniel Cordier continue de l'appeler le patron. Il peut en parler pendant des heures. Et ce qu'il va raconter, c'est que quand ils se rencontraient en mission pour se passer soit la comptabilité, soit des renseignements, en fait, ils étaient souvent dans une brasserie, la brasserie Georges à Lyon. Et là, quand Jean Moulin sentait qu'il y avait peut-être des oreilles indiscrètes à côté, il se mettait à parler de... vous écoute, c'était des grandes affiches de... C'est vrai. Oui, mais c'était les affiches de la collaboration. Attention, des ennemis vous écoutent. Voilà. Donc là, il se mettait... Bon, Jean Moulin était lui-même peintre, dessinateur, grand amateur d'art. Donc à ce moment-là, il changeait de conversation et il se mettait à parler de peinture. Il parlait de Picasso, de Braque, de Chérico. Et Daniel Cordier dit, moi, je n'y connaissais rien, j'écoutais. Et il rappelle une scène, en fait, qui est le 27 mai 43, c'est après une des premières réunions du CNR. Moulin lui avait donné rendez-vous dans une galerie de l'île Saint-Louis, et là, il y avait des aquarelles de Kandinsky, et Daniel Cordier dit, je n'ai pas osé lui dire que je trouvais ça affreux. Nous nous sommes promenés au bord de la Seine, il faisait un temps superbe. Là, il a sorti un gros livre, c'était l'histoire de l'art moderne de Christian Zervos, et il lui a offert. Donc voilà. Et pour illustrer un petit peu sa méconnaissance de tout ce qui était artistique, voilà donc un extrait dans Alias Caracalla de Daniel Cordier qui, pour Jean Moulin, doit lui trouver un nouveau logement et qui va voir donc l'hôtelière. Voilà ce qu'il lui dit. Ne vous inquiétez pas, mon patron est un artiste. Si ça lui plaît, il paiera. Officiellement, je suis le secrétaire de monsieur Joseph Marchand, artiste peintre décorateur. Quelques jours plus tard, je présente monsieur Marchand à mademoiselle Labonne. À la vue de cet homme élégant et d'apparence convenable, sa joie est à la mesure de la crainte qu'elle dut éprouver quand j'avais annoncé un artiste. Rex, après avoir défait sa valise et rangé dans l'armoire à glace quelques affaires, me confie sa carte d'identité et sa carte d'alimentation. Vous irez m'inscrire à la mairie. En lisant Joseph Marchand, artiste peintre, je pense à l'un de mes oncles d'origine espagnole, Perico Ribera. Il était peintre et vivait à Saint-Jean-de-Luz. Il venait souvent déjeuner chez mes grands-parents près d'Aguilera. Lorsque ma famille parlait de lui en ma présence, elle baissait la voix. Ma grand-mère hésitait à l'inviter avec ses dernières conquêtes, tant elle avait été échaudée par l'arrivée de femmes toujours différentes et toujours trop excentriques pour le standing de ses réceptions. Afin d'éviter tout faux pas, elle ne le recevait qu'au repas de famille. Bien que les tableaux que nous possédions de lui fussent d'inoffensifs paysages du Pays Basque, Ribera avait une réputation sulfureuse de Don Juan. Elle entretint durant ma jeunesse le fantasme d'un métier inavouable. C'est pourquoi je ne comprends pas que Rex choisisse une profession si voyante et certainement suspecte aux yeux de la police. Elle me paraît sans rapport avec la prudence qu'il manifeste en toute occasion. Alors je me permets de lui en faire la remarque. Il rit de ma naïveté. « Détrompez-vous, mon cher Alain. Le plus voyant est toujours invisible. Personne ne soupçonnerait Picasso d'être un espion. Ignorant qui est Picasso, je me tais, comme d'habitude. » Donc voilà le niveau de connaissance de Cordier en matière de peinture. Et non mais c'est pas, tu sais, Picasso à cette époque-là, c'est un artiste comme les artistes contemporains d'aujourd'hui, on les connaît pas tous, hein, même ceux qui sont les plus connus. Voilà, donc en fait, effectivement, donc voilà d'où part Cordier quand il décide de rompre après en 46 avec la Résistance et qui commence à peindre un petit peu dans cette petite maison qu'il va louer. Et donc là, il barbouille un petit peu et il trouve que il s'inscrit même à la Grande Chaumière. Je crois qu'il va y rester 8 ans. Ah bah c'est ça, voilà que j'avais. Je crois que c'était les Beaux-Arts. Non, il s'inscrit à la Grande Chaumière, mais bon, il trouve que son dessin et sa couleur sont plutôt nuls. Donc voilà, il préfère arrêter de peindre lui-même et il achète des tableaux. Il va commencer, je crois, par acheter 15 Nicolas de Stel. Il y en a un qui va lui parler énormément, donc il commence à acheter tous ces tableaux. Et il a plus beaucoup d'argent, il a beaucoup de tableaux, et c'est là qu'un ami va lui conseiller de devenir marchand d'art.
Donc cet homme qui était vraiment ignorant en matière artistique devient marchand d'art et collectionneur, et il va ouvrir en 1956 sa première galerie qui sera d'abord au 8 rue Duras, puis 8 rue de Mirobénil, c'est à Paris, et là il se lance dans ce qui va être une brillante carrière de marchand d'art. Il fera une première exposition qui est consacrée à Claude Viseux, il va exposer conjointement Devam, Dubuffet et Mata. Et en mai 1957, il organise la première exposition personnelle de Bernard Réquichot qu'il rencontra à la Grande Chaumière. Et pendant 8 ans, nombre d'artistes, pour beaucoup découverts, ils vont être lancés et soutenus par Cordier et vont se succéder dans sa galerie. Donc il va avoir beaucoup d'artistes sous contrat. Il en aura, je crois, 23 peintres sous contrat, ce qui est quand même énorme. Et c'est lui qui, le premier, va faire un contrat avec Dubuffet. Et donc c'est quand même important. Donc il va vraiment soutenir ces artistes. Il va acheter aussi des dessins de Hartung. Lui, il peut pas l'avoir sous contrat parce qu'il est déjà dans une autre galerie. Mais il va avoir donc il sera en contrat avec Dubuffet, Michaud, Dado, Belmer, Mata, Devam. Et donc plusieurs de ces artistes. Et en regardant un petit peu qui sont tous ces artistes, il y en a que je connaissais pas. Moi, par exemple, Dado, c'est un nom qu'on a déjà rencontré quelques fois dans nos recherches. Dado est un peintre yougoslave qui fait donc la connaissance de Daniel Cordier par l'intermédiaire de Jean Dubuffet, et donc Cordier va faire un contrat avec Dado qui deviendra un de ses principaux artistes d'ailleurs. Il n'était pas aussi chez la mère de Dominique. Peut-être qu'il était. C'est bien possible que ce soit là qu'on les rencontre. Elle devait avoir des toiles. Cérès Franco devait avoir des toiles de Dado. Et alors dans l'histoire de Dado, donc ce qui est aussi comme quoi les choses se rencontrent et s'interpénètrent comme ça, c'est que donc Dubuffet présente Dado à Daniel Cordier, et un jour Dado se promène dans Paris, à Montparnasse, et là il fait la rencontre d'un jeune loupard désœuvré, affamé. Ce jeune loupard s'appelle René Villard. René Villard est mal, il a perdu ses parents, il a été à l'hôpital, à la fondation Saint-Vincent-de-Paul, où apparemment là les juges, même pour enfants, il a l'air de dire qu'il y a des viols à répétition. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va pas bien, qui fréquente donc les milieux de la prostitution. Et donc Dado rencontre ce jeune, et puis il va le présenter le soir même à Cordier. Il y avait une exposition à ce moment-là, et Daniel Cordier en fait va prendre ce jeune homme en charge, va devenir son tuteur, et cette personne, ça sera Hervé Villard, ce chanteur Hervé Villard. Ah ouais. Voilà, donc Cordier a été le tuteur d'Hervé Villard. Donc sans ce métier donc de galeriste et de marchand d'art, alors on peut dire que sa galerie en fait lui coûtait énormément. Je crois que c'était il avait des frais énormes, genre 10 millions, parce que 10 millions par mois d'anciens francs, enfin c'est... Oui, mais déjà, verser des contributions à 23 artistes, c'est des salaires quand même. Voilà, il a organisé une exposition avec les surréalistes, et je crois que le premier tableau qu'il a acheté, c'était aux réalités nouvelles. Je crois que le tableau de Devam, c'était à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas peur, quoi, qui va vers ces artistes, qui aime cet art aussi. Ça peut être cet art brut, entre guillemets. Enfin, voilà. Et il est aussi collectionneur de sculptures, d'objets. Il voyage, il va à New York à peu près 2 fois par mois. Il a même rencontré Léo Castelli. Donc, il aime bien avoir cette recherche d'artistes inconnus. Il a fait plusieurs fois le tour du monde, justement, à la découverte de nouvelles cultures. Et puis, en 64, en fait, pendant une année, il ne se passe rien. Il y a comme un énorme désintérêt en France pour ces artistes-là. Donc Daniel Cordier se dit qu'il ne peut plus financièrement maintenir le cap de sa galerie. Il n'a rien vendu, donc il va décider de fermer sa galerie. Donc il va faire une lettre qui va expliquer les raisons de l'arrêt de son activité. Et il continue d'avoir des tableaux, il a gardé des tableaux, mais effectivement il ne peut plus garder ce rôle de galeriste. Donc là ça va être la fin de sa deuxième vie de marchand d'art, quoi. Alors par exemple avec Dubuffet a été vraiment une locomotive pour sa galerie. Je crois que le partenariat a duré 8 ans, ce qui est quand même énorme. Dado, il avait au moins une quarantaine de seins, parce qu'effectivement avec tous ces artistes sur contrat, il en a gardé une partie pour lui, et il a fait une donation à Pompidou, parce que il pouvait pas tout garder. Donc peu à peu
il va faire une donation en 73, 76, 83 et 89 au centre Pompidou. Et il y aura une exposition en 89 qui s'appelle Le regard d'un amateur. Il y a une partie de sa collection qui sera donnée aussi à Toulouse, aux abattoirs de Toulouse. Ça sera déposé. Mais je crois qu'elle est exposée. Permanente. Je crois qu'elle est exposée, oui, je ne sais pas si... Oui, bah oui, mais si tu veux, ça appartient toujours probablement au centre Pompidou, parce que s'il y a une donation à Pompidou, c'est une donation c'est pour toujours. Ouais. Alors voilà ce que Daniel Cordier disait quand il a arrêté, je crois, son travail de galeriste. Les peintres sont la vraie famille d'un marchand de tableaux. Je ne crois pas que l'on puisse parler de la peinture autrement qu'avec son cœur, et le cœur de chacun étant unique, autrement que par la confession. Le spécialiste et le profane ne sont pas mieux outillés l'un que l'autre quand il s'agit de faire partager leur admiration ou leur dégoût pour les objets mystérieux qui percent le ciel de notre sensibilité. Le danger pour un marchand de tableaux qui aime la peinture est de devenir un commerçant, de perdre tout contact avec ce qui a été à l'origine de son entreprise, l'amour de l'art. Oui, bah là, il y a beaucoup de marchands d'art actuel qui devraient s'en inspirer fortement. Tout à fait. Et alors, ce qu'il raconte avec beaucoup d'émotion, c'est que Rex avait promis à la fin de la guerre de l'emmener au Prado, faire une visite du Prado pour aller voir les Goya. Et malheureusement, il dit que ça n'a pas été possible et qu'il est allé voir les Goya tout seul, quoi, avec une émotion intense, quoi. Bah oui, bien sûr, parce qu'il y avait derrière tout ça, il y avait Rex. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard en dérivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. La
l'affiche rouge, Marc Augeret. Oui, toujours, si vous n'êtes pas complètement écrasé dans votre fauteuil, toujours Radio Soupente, toujours la station des Rapins, sans fouet, sans louet, sans courpette, l'émission à Racaille, du mardi 15 décembre 2020, qui va bientôt se faire ses coucous, à propos de la vie et de l'œuvre de Cordier, le secrétaire à vie, et pour toujours, même au ciel où il est maintenant, c'est certainement le paradis, un Cordier. Voilà, le secrétaire de Jean Moulin, alias Rex. Et ma camarade Piquécou va poursuivre son espèce de parcours historique, mémoriel, avec la fin du blabla, mais pas pour elle, hein, c'est pas un blabla, de son discours prestigieux sur Daniel Cordier. Ouais, alors avant de passer à sa 3e vie, en fait, avec une nouvelle date phare qui sera 1977, donc pendant une fois que Cordier met la clé sous la porte pour sa galerie, il se tourne vers l'organisation de grandes expositions. Mais je vais revenir sur quelques noms quand même d'artistes qu'il avait exposés, parce qu'il y en a qui nous sont chers, n'est-ce pas Robert, comme Soutine, Rouault. Je pense bien, madame. Yachessac, voilà. Alors... Belle-Mère, mais ça me dit quelque chose, Belle-Mère. Belle-Mère, oui, c'était le compagnon d'Ounik Azourne dont on a parlé dans une émission. Il n'était pas à Cobra, lui aussi, non? Non, il n'était pas à Cobra. Mais voilà, il y avait... alors, il y a Brassailles, il y a César, il y a Combas, Dado, Fred II. Donc, Fred II et Belle-Mère se connaissaient. Ils font de la gravure avec un trait très délicat. C'est ça. Donc du Buffet, du Chant, Eugène Gabrichetsky, on avait vu une exposition à Maison Rouge de Eugène Gabrichetsky. Voilà, la liste est plutôt longue, on ne connaît pas tout le monde. Il y a Henri Michaud, il y a Nedjar, il y a Rauschenberg, voilà, je donne les noms de ceux qu'on connaît. Après, ça donne envie, effectivement, lui parle beaucoup de Bernard Réquichot, qu'il a vraiment soutenu. Donc moi, ça me donne... Canadien. Je connais pas. Donc ça donne envie d'aller fouiller un peu, peut-être de faire des émissions sur certains de ces artistes. Bien sûr. D'aller voir un petit peu plein. Christian Zaimer, qu'on avait vu, dans quelle province on était allé voir Christian Zaimer, là, l'Alsace, non, mais voilà, c'est tout. Voilà, donc tout ça, c'était des artistes qu'il avait exposés, qu'il avait soutenus. Donc pourquoi à la fin des années 70, donc 1977, il entame une 3e vie qui sera une vie d'historien et de biographe de Jean Moulin. Il était sur un plateau télé, je crois, avec les dossiers de l'histoire. Il y avait des représentants de la résistance. Et là, il y a une intervention d'Henri Freinet qui a dénoncé Jean Moulin comme un agent communiste, un agent de Moscou communiste. Et en fait, Daniel Cordier, qui a vraiment côtoyé Jean Moulin, a cherché vraiment à écrire sa biographie, à le disculper de ces accusations. Donc, il va passer des années, d'ailleurs, il est toujours dessus, à travailler sur des biographies de Jean Moulin. Ouais, c'est étonnant de la part de Freinet, parce qu'il était coco. Ouais. Alors bon, il dénonçait les cocos en plus. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui sans arrêt, alors lui a déjà, comme je le disais, vraiment une humilité forte, parce qu'il dit bien que par exemple, même quand on est historien témoin, il fait bien la différence en qu'est-ce qu'un historien et qu'est-ce qu'un témoin. Qu'un témoin, effectivement, c'est quelqu'un qui des fois aussi peut faire des oublis, que les années effacent, les années transforment aussi. La mémoire, ça bouge. Voilà. De même, il raconte un événement. Il dit que, par exemple, en 1983, il y avait un colloque sur le CNR. Conseil national de la résistance. Voilà. C'est Christian Pinault qui avait un document, que c'était lui le premier qui avait songé à un projet de conseil de la résistance, et que Pinault ne se souvenait pas du tout de cet épisode, en fait. Ah ouais? Ouais, alors que c'était quand même plutôt tout à son honneur, quoi. Donc, voilà. De l'avoir oublié, surtout. De l'avoir oublié, oui. Donc effectivement, le temps travaille la mémoire. Donc voilà, lui, c'est une démarche complètement scientifique, de vouloir rétablir la vérité. Et la vérité, après, pourquoi Jean Moulin a été dénoncé, ça, il faudra attendre effectivement en 2050, 2070. Oui, on peut se faire quand même une idée, parce que tout concorde pour désigner Hardy, quoi. Voilà. Hein, il a échappé à plusieurs rafles de la Gestapo, il a été relâché, etc., etc. Bon, ça fait quand même, ça sent pas bon. Ouais. Alors, si on va aller plus loin sur la vie de Daniel Cordier,
on peut voir une mini-série en 2 épisodes, justement, qui s'appelle Alias Caracalla, qui est très bien foutue. C'est comme ça que nous, on a découvert qui était Daniel Cordier il y a quelques années. On peut lire aussi donc le livre peut-être de Roger Vaillant, Drôle de jeu. Oui, parce que Vaillant, attention, c'est un numéro. Hein. C'est pas n'importe 325 000 francs. Ouais. Et on peut lire Alias Caracalla, qui sont ses mémoires de résistant, et on peut lire aussi donc le dernier tome, donc c'est le dernier tome de ses mémoires qui s'appelle Les Feux de Saint-Elme, qui est un petit peu différent. Il raconte son éveil sentimental et sexuel dans un collège à Arcachon quand il était jeune. Voilà. Mais ça fait partie. Voilà. Mon avis. Moi, je donne le maximum d'informations sur Daniel Cordier. Il y a des informations qui sont pas vraiment palpitantes. Mais voilà, nous, en fait, c'est la découverte quand même d'un homme extraordinaire. Oui, il a vécu, il a vécu 100 ans et il a eu 3 vies complètement c'est ça qu'il faut remplies. retenir. C'est pas les trucs de bibliographie un peu. Bon, bref. Non, moi je retiens que c'est un homme exceptionnel, voilà, par son engagement, par son évolution politique, quelque chose d'incroyable de passer de l'extrême droite quasiment antisémite et tout à, si vous voulez, plutôt à la position de Jean Moulin, qui était quelqu'un plutôt de gauche. C'est quand même un parcours assez peu commun, qui révèle une personnalité hors norme. Mais c'est peut-être aussi ça qu'on peut appeler l'intelligence, c'est justement... Tout à fait. L'adaptation, sa remise en question, etc., etc. Les gens qui se remettent pas en question, pour moi, c'est les abrutis finis, quoi, tu vois. On peut se remettre en question jusqu'à sa mort, on peut se remettre en question la veille de sa mort, en se disant, tiens, j'ai fait des conneries dans ma vie. Et alors, je mettrai le lien donc sur les émissions d'Avoinu sur France Culture, 5 émissions, donc de 30 minutes, où il raconte ce que je vous ai raconté. Il a 93 ans, et c'est un petit bonheur de l'écouter raconter sa vie. Un petit oiseau bleu sur une toile blanche au fond d'un atelier s'ennuyait le dimanche entre le vieux tapis qui prenait la poussière et le poêle qui en fumait mais ne chauffait pas l'hiver. À partir, respirer, s'envoler, prendre l'air, il quitta l'atelier, cœur battant, plume légère. Un petit oiseau bleu dans un drôle de décor écarquillait les yeux près d'un singe à ressort, valse des numéros, chant du marteau d'ivoire. Hop, un casque à pompons, toc, un lot d'arrosoir. 2000, 3000, 5000, allons, un petit effort. 8000, 10 000, 12 000, 15 000, 15 000 au fond, madame, encore. Un petit oiseau bleu sur une toile blanche s'étiolait peu à peu au fond d'un coffre étanche entre un vieux péchinet aux allures de croque-mort et des Napoléons venus là sans passeport. À partir, respirer, s'envoler, prendre l'air. À mort les financiers et vive l'art populaire. Un petit oiseau bleu derrière un cadre d'or, habillé de velours, près d'un gardien qui dort. Catalogue, étiquette, essence de la visite, salle fermée pour les fêtes et photos interdites. Ah là là, l'atelier, la bonne couche de poussière, le vieux poêle d'avant-hier qui fumait sans chauffer. Ah, l'odeur de peinture qui vous monte à la tête lorsqu'on rêve d'azur et quand le cœur est en fête.
Petit oiseau bleu, Gilbert Lafaille. Alors, après cette rediffusion, les expos, donc Daniel Cordier au musée de la Libération jusqu'au 13 juillet. Les Willy Ronis à Nogent-sur-Marne, un petit musée tout sympathique jusqu'au 31 juillet. Les photos de Willy Ronis sur les guinguettes des bords de Marne, avec des tableaux de sa femme qu'on ne connaissait Magnifique. Pas. Une belle découverte. Eugène Carrière, peintre et humaniste, au musée Eugène Carrière à Gournay-sur-Marne, c'est jusqu'au 30 mars 2025, mais seulement le dimanche de 15h à 18h. Suzanne Valadon au musée Pompidou jusqu'au 26 mai. Zadine Modigliani, une amitié interrompue au musée Zadkine jusqu'au 30 mars. Elle, les élèves de Jean-Jacques Henner au musée Jean-Jacques Henner jusqu'au 28 avril. L'art dégénéré au musée Picasso jusqu'au 25 mai. Artemisia Gentileschi au musée Jacques Marandré jusqu'au 3 août. Maximilien Luce au musée de Montmartre jusqu'au 14 septembre. Et Thierry Loulet à la galerie Pascal Fruselst à Strasbourg jusqu'au 26 avril. Le culturel de la semaine. Eh bien, j'ai vu un doc, encore une fois, assez pénible, pour pas dire terrifiant, qui s'appelle Le Billet Vert. C'était sur Arte, c'était dimanche, je crois, ou samedi, je ne sais plus, d'une rafle qui a précédé d'une année celle du Veldiv, en 1942, là ça se passe en 1941, et c'est une rafle de juifs étrangers à Paris, mais aussi en zone libre, voilà, qu'on a stocké, c'est le cas de le dire, à Pithiviers et à Baume-la-Rolande pendant plus d'1 an, mais seulement les hommes, ils ont été séparés de leurs femmes, les femmes n'ont pas été prises dans cette rafle, ni les enfants, et après plus d'1 an de camps de concentration à Baume-la-Rolande et à Pithiviers, ils ont été expédiés direct dans les camps d'extermination, gazés et brûlés, voilà. C'est la première fois que j'entends parler de cette première rafle de juifs étrangers à Paris. Voilà, c'était concerné que les juifs étrangers et que les hommes. Bon, l'année suivante, ce sont les femmes qui ont rejoint les camps de Baume-la-Rolande et Pithiviers quand leurs maris ont été transférés en Allemagne. Voilà, on en a déjà parlé de cette extermination, de cette déportation aussi des femmes et des enfants. Pas tous les enfants, mais certains enfants n'ont pas échappé, ils sont partis avec leur maman dans les camps de la mort et exterminés directement à leur arrivée. Voilà. C'est tout à fait, si vous voulez, cette accumulation d'images, et là ça a été photographié par un Allemand, qui photographiait pour l'occupant, mais il a été au-delà de son vrai travail qui consistait à documenter seulement cette histoire-là, mais lui il a été plus loin, il a fait un travail de photographe un peu comme pouvait le faire Cartier-Bresson, il a photographié des choses qu'il n'aurait normalement pas dû photographier, et on a retrouvé son reportage assez récemment. C'était des planches contact, il y en avait, je sais pas, près de 200 ou un truc comme ça. Voilà. Et donc, c'est assez important pour documenter justement cette première rafle des juifs étrangers à Paris. Et c'est comme toutes ces histoires de déportation, de rafle et comment dirais-je, d'antisémitisme primaire, où on voit les képis de nos Pandores et les casquettes de nos gendarmes qui sont là, qui mettent ces pauvres gens dans les bus, qui les expédient, qui les gardent, qui les maltraitent. Voilà. C'est terrifiant pour moi, c'est quelque chose qui m'accable complètement, et je pense que les gens qui peuvent être confrontés à ce reportage, si jamais ils ont le courage ou l'envie d'aller revoir ça sur Arte en podcast, eh bien, bon courage.
Alors moi j'ai lu un livre de Titiou Lecoq. Alors Titiou Lecoq est connue pour être, pour être autrice, pour être blogueuse et féministe. Et ce livre s'appelle Libérer EES, le combat féministe se gagne devant le panier de Linchal. Alors c'est un livre qui a déjà quelques années et c'est un petit bijou parce que Titiou Lecoq a beaucoup d'humour et en fait elle est très observatrice. Elle part de son quotidien en fait pour se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que de célibataire, elle vit avec un homme et elle a maintenant 2 enfants. Et le fait d'avoir 2 enfants a soulevé des problèmes et des contraintes de la vie familiale qui effectivement étaient passées un peu inaperçues avant qu'il y ait 2 enfants à la maison. Et donc elle va pointer des détails, des gestes qu'on fait machinalement et voir comment l'égalité finalement dans un foyer n'est pas si facile que ça et comment il faut la mettre en place. Donc en fait il faut toujours se battre dans sa vie quotidienne, il faut savoir tout regarder, et donc elle fait tout un petit peu une enquête à partir de sa propre vie sur le rôle des hommes, le rôle des femmes, le foyer, et c'est fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'humour, et en plus c'est très documenté. Elle a des lectures par ailleurs qu'elle cite. Et donc il y a 2 livres que je conseillerais moi à toute personne qui va se mettre en couple, peut-être plutôt les jeunes, les plus jeunes. C'est donc Libérer de Titiou Lecoq, et effectivement un autre livre qu'elle a écrit qui s'appelle L'argent et le couple, où là elle va pointer comment finalement quand les femmes se mettent en couple, souvent elles perdent au niveau économique, comment ça profite beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Donc une fois qu'on a ces 2 livres-là, qu'on a compris comment ça pouvait fonctionner, on peut entamer une vie de couple sans se faire avoir entre guillemets quand on est une femme. Voilà. Radio Coupante, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille qui émet depuis un Garni et diffuse sur internet aracaille.fr. Et on salue nos amanches, c'est quasiment la partie la plus chaude de cette émission. D'ailleurs, qui sur le média, l'œil de Moumou, il fait la même chose à la fin de son émission. Il salue ses potes, les gens qu'il aime. Il a copié sur nous. Oui, il a copié. Moumou, t'as copié à vous, Moumou. Alors, je vous recommande d'ailleurs sur le média, l'œil de Moumou. C'est quelque chose. Claude et André de la Nation. Claude et William, nos potes de Brest. On vous aime et on vous embrasse. Jean-Paul Souvraz, un peintre immense qui gîte à coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, une petite maison de schnorr en briques, etc., dans une petite rue de schnorr bordée de petites maisons de schnorr en briques. Magnifique. Non seulement c'est un immense peintre, mais c'est en même temps un humaniste. Et ça manque souvent aux peintres, cette qualité d'humaniste. Claudine, une pote à ma camarade Piquet-Con, on peut dire sa pote, quoi. Bon, voilà. Elles ont vécu des moments enivrants à la Banque de France. Et puis Claudine, elle partage avec ma camarade Piquet-Con cet amour des arts, qu'ils soient picturaux, sculpturaux, poéticaux, etc., etc. Là, je vais me mélanger les crayons, donc j'arrête tout de suite. Corinne, Emmanuel, Anne-Emmanuel et Frédéric, un petit trio de poteaux qui font dans l'art. Corinne dans la tapisserie, Anne-Emmanuel dans les arts plastiques, et Frédéric aussi avec des petites aquarelles craquantes. Juliette Planck, une graveuse de haut niveau, si on peut dire ça comme ça, sans rougir, qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer. Mais qu'est-ce qu'on peut aller foutre à Rochefort-sur-Mer? Je vous le demande. Bon, enfin, elle est là-bas, elle est contente. Je crois qu'elle est très heureuse. Hein. Oui, elle est très heureuse. Elle ouvre aussi son atelier à des gens qui veulent devenir graveurs, il faut le dire. Alors, toutes les techniques de la gravure, elle les maîtrise, et donc ils peuvent vraiment s'enrichir la main, si on peut dire ça comme ça, en fréquentant l'atelier de Juliette Planck, qui aussi se mélange les crayons dans une émission de Radio Bigaille, toujours. Pas forcément. Je ne suis pas sûre qu'elle soit encore très, très présente sur Radio Bigaille. D'accord. Bon, les choses comme ça, les choses vont, viennent, durent pas, se cassent la gueule, rebondissent, c'est la vie, quoi.
Sophie Villoutreix-Brage, une plasticienne, graveuse, Peintre. qui s'investit beaucoup dans la société et qui aussi va dans les prisons pour aider les gens enfermés à respirer un peu mieux, quoi, voilà, en abordant probablement des ateliers d'artistes, etc. Ouais, avec un projet là justement pour là qui doit pas tarder sur comme c'est le mois de la poésie, justement le printemps des poètes, elle doit présenter, je crois, dans une librairie je crois que c'est à Poissy, le travail qu'elle aura fait. En prison? Oui, je crois. Voilà. J'attends des nouvelles. Non, moi je sais qu'à un moment j'ai été visiter, c'était une prison qui était du côté d'Avignon, une prison toute neuve, et on m'a proposé de... Alors d'abord on nous a fait visiter la prison, et il y avait à ce moment-là, ce jour-là, un spectacle de théâtre monté avec les prisonniers, etc. Bon, bref, et à l'issue duquel, ou de laquelle la visite, je ne sais pas si la visite, etc., on m'a proposé de venir intervenir dans cette prison. Et j'ai dit non, parce que j'étais tellement accablé, si vous voulez, pour aller de l'entrée de la prison, d'ailleurs, où on prend nos papiers, hein, on prend vos cartes d'identité, tout ça, déjà c'est un petit peu pénible. Et pour accéder, si vous voulez, à la salle où il y avait le spectacle, on a dû franchir je ne sais pas combien de portes en ferraille, et à chaque fois les clés qui ouvraient la porte qui se fermait en claquant, des portes en métal avec des barreaux, tout ça, refermées avec une clé. Alors là, je suis arrivé dans la salle de spectacle, je pense que je devais être déjà sur les genoux, de détresse, voilà. Et donc, si vous voulez, il faut un courage immense ou une inconscience immense, ça dépend. D'ailleurs, je me suis frité avec une institutrice qui se la jouait, là, qui venait pour aider les prisonniers, c'est très bien, mais je lui ai quand même glissé que, si vous voulez, si elle s'occupait bien de ses enfants en école maternelle, il y en aurait moins qui seraient en prison à l'âge adulte. Voilà. Non, enfin, c'est peut-être pas elle personnellement. Non, mais c'est parce que c'est une réflexion dans La gloire de mon père de Pagnol, qui parle justement d'un instituteur sa fierté, c'était que les enfants qu'il avait eu dans sa classe, il y en avait eu beaucoup qui n'étaient pas allés en prison. Voilà, c'était son... Oui, voilà, il avait sauvé les enfants de la prison. Voilà. Ça se passait à Marseille au siècle avant-dernier. Bon, voilà. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, Vincent Van Gogh de la taille d'épargne, Agnès Dubart, une graveuse émérite que nous avons connue à Lille et qui est maintenant en Bretagne Sud, mais qui, elle, comme Juliette Planck, ouvre son atelier pour apprendre les techniques de la gravure à ceux qui ont envie de l'apprendre. Voilà. Je vous signale quand même que tout ça, c'est payant. Bon, il ne faut quand même pas rêver de trop. Thierry Morciot, un graveur belge de Bruxelles, dont on avait découvert l'œuvre dans un festival de gravure, un merveilleux personnage d'un abord vraiment, comment on peut dire, délicieux. Voilà. Et puis une gravure avec de l'imagination, comme ça vont avoir les artistes de Schnorr. Alice Amoroso, la plus jeune graveuse que l'on connaisse, mais qui est probablement aussi la plus jeune graveuse qui sévit dans ce milieu, et qui est en ce moment à la Casa Velasquez à Madrid, où elle a eu c'est un petit peu comme la Villa Médicis à Rome, où elle est restée pendant 3 mois. La Villa Médicis, on reste plutôt pendant 3 ans. Enfin bon, c'est quand même pas mal, la Casa Velasquez en gravure. Elle va ramener le travail qu'elle a fait là-bas à son retour, et ma camarade Pikikou la rencontrera pour en parler, ça fera le sujet d'une émission. Raoul Viloula, un graveur à peu près de l'âge et de l'expérience de Alice, ils se connaissent, c'est des potes dont on aime bien aussi son travail, de gravure, de peinture et de bouquins qu'il relit lui-même. Colette, une veuve d'artiste plasticien, Odon, et voilà, elle est partie le rejoindre récemment, on en a été assez triste.
Jacqueline, une veuve aussi d'un peintre assez majeur pour nous, Raymond Imbert. On n'a pas de nouvelles de Jacqueline depuis un moment, mais la dernière fois qu'on l'avait vue, c'est il y a quelques années, on sentait qu'il y avait quand même une certaine faiblesse au niveau de l'intellect. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, donc il ne reste que Laurence. Liliane aussi a dégagé, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors Laurence, elle se retrouve toute seule pour écrire, et c'est pas facile quand on a toujours écrit avec sa sœur à deux. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui elle aussi, elle vient de tirer sa dernière révérence. On pense beaucoup à toi, Geneviève. On espère que là où tu es, tu penses beaucoup à nous aussi. Non, je déconne. Nous, on pense beaucoup à elle, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Qu'on ait tiré son billet de logement. Marie-Christine et Christophe, deux militantes chez Militantes. Cécile, tu la sens la sacrée puissance. Oui, ma Cécile, on la sent et on t'aime. La Rousse, l'envoyante un cas, qui anime 3 émissions sur une radio omni, mais que nos fidèles auditeurs connaissent. Mais on s'est juré de plus jamais prononcer le nom de cette radio. Voilà, elle anime 3 émissions à destination des enfants et de leurs parents, et comme ancienne institutrice, elle peut le faire avec, comment dirais-je, une science, une connaissance des enfants, et même des parents, qui rendent son travail sérieux. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, un lieu où on a été beaucoup présent pendant un temps assez long. Voilà, on a découvert son travail sur les 6 messes de la librairie de Florence Quenu, l'Empreinte, à Bourg-en-Marlotte. Je rappelle que Florence Quenu est une ancienne de la Fondation du Buffet. De la Fondation du Buffet, donc c'est pas n'importe qui. Hein, voilà. Et puis en même temps, c'est la sœur d'un adjoint au maire de Bourg-en-Marlotte qu'on avait rencontré, qui montait des expositions magnifiques. Bon, on a vu encore, en tout cas, quelques expositions à Bourg-en-Marlotte qui étaient vraiment intéressantes sur les artistes qui ont résidé à Bourg-en-Marlotte au 19e. Surtout ces naturalistes qui ont peint et dessiné la forêt ou gravé la forêt. Voilà, c'est ça. Dominique Polladardouin, une galériste, hélas, aujourd'hui disparue, comme elle bientôt. Ça va être un faire-part, notre salut à nos amanches, voilà. Dominique Polladardouin qui nous a quittés, qui est une galériste très, très humaine, gentille, d'un abord très facile, et qui était la fille de Thérèse Franco, une galériste aussi très très connue dans le milieu parisien, dans le milieu des arts parisiens, qui a tenu longtemps une galerie à Paris. Voilà, bon, c'est deux personnages vraiment... enfin, on connaissait moins sa maman, pour pas dire même pas du tout, parce qu'on l'a jamais rencontré, mais on connaissait bien, je crois, Dominique Polladardouin, on en garde un souvenir quand même assez tendre. Marie Dognaud, la galerie Kaléidoscope à Paris, sur la rive gauche, qu'on peut comparer un peu à Dominique Polladardouin pour son abord très simple, etc., et puis la qualité aussi de ses simèses. Antoine Manoury, des Champignons, c'est un petit groupe de musicos, pas triste, connu uniquement de ma camarade Piqueco. C'est quasiment son trio de musicos. Et Anna Sinoracka, une peintre polonaise, amie de ma camarade Piqueco. Ils habitent dans le même immeuble quasiment, et je ne sais pas si c'est un immeuble ou une cité. C'est un immeuble. Voilà. Et qui peint magnifiquement, enfin on aime sa peinture. Dominique a une peinture d'elle, j'ai une peinture d'elle, et je dois dire que c'est tellement fort d'une certaine manière que c'est difficile de l'accrocher au mur. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr et on se finit avec Faut vivre de Mélis. Salut les copines, salut les copains. Salut. Malgré l'écran suet une néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient,
faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous crise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.